négatif, mais il y a quand même de l'espoir de ce côté-là. Et je pensais, donc, dans la recherche, ce qu'on peut faire comme accompagnement, et ça, c'est vrai que Philippe, je trouve que c'est quelque chose de très important, c'est également l'aide pour les doctorants et les postdocs, parce que tous les jeunes qu'on forme maintenant, c'est ceux qui seront plus tard à l'arrière de la salle, là. Et je crois que c'est très important. Je peux faire une petite annonce, donc en 2013, fin 2013, en novembre, l'association allemande des glycogénoses organise le congrès mondial des glycogénoses avec 3 filières. Une première filière qui est la maladie de pompe, et maladie de pompe et maladie musculaire, donc type 5 aussi. Deuxième filière, c'est les maladies hépatiques. Et une troisième filière qui sera embriquée entre les deux, je ne sais pas exactement comment, où le docteur Laforêt est un peu en charge, c'est les maladies très très rares, les formes très très rares. Avec les associations internationales déjà qui s'occupent de maladies de pompe, on s'est mis d'accord d'attirer des jeunes étudiants, des postdocs, financièrement, pour aller à ce congrès, parce que c'est au congrès qu'on motive des personnes pour devenir chercheurs sur une maladie. Donc si nous voulons à long terme avoir des personnes qui font de la recherche sur la maladie de pompe, il faut les motiver jeunes et maintenant. Et donc j'espère que... C'est tout à fait dans cet esprit-là, donc on pourra en reparler. On va en reparler ensemble pour vraiment avoir une belle équipe de jeunes motivés en France. Tout à fait. Sur ce congrès. Donc favoriser cette recherche, l'importance des réseaux, donc tu viens d'en parler. C'est vrai que nous, on est également très présents dans le réseau mucopolysaccharidose, donc le MPS Network Meeting, les réunions San Filippo qu'il y a pu y avoir, le réseau Brain for Brain, c'est tout le passage de la barrière du cerveau, parce que ça, c'est quand il y a des atteintes neurologiques, c'est une problématique. Et puis le réseau Maladies Rares, avec Alliance Maladies Rares et avec Aurore 10. Comme association également, ce que l'on fait, et donc c'est exactement ce que Philippe fait aujourd'hui, c'est des journées patho, pour que les gens se retrouvent aussi spécifiquement par rapport à leur pathologie. Et donc là, on a eu une journée l'année dernière à Montpellier sur la maladie de Niemann-Pick type C. Voilà, donc ça c'était, et qui a vraiment eu un grand succès. Et c'est à ce moment-là, on a vu de nouvelles personnes qui étaient adhérentes, mais voilà, on sentait que ça répondait à une attente. Donc demande des familles. Moi je voudrais vous dire la joie d'être là. De l'information, du dialogue, Philippe l'a dit tout à l'heure, ce qui compte, c'est ce que vous pensez, ce que vous avez envie de faire. C'est pas à nous de vous imposer des choix d'association, parce que si on veut qu'il y ait une cohérence et une efficacité, ça se fera que par vos remontées à vous. Donc c'est pour ça que Philippe, on a toute une partie de questionnement après, et voilà, j'en ai plus qu'une. Et donc VML, mais je pense que, enfin, toute association c'est ça, j'ai voulu prendre les gros mots de l'éthique, l'autonomie, l'information, la formation, la justice. Donc c'est pouvoir être efficace, c'est être à l'écoute de vos besoins, avec un seul objectif, pour une relation juste équilibrée. Chacun a un rôle, chacun est important dans sa fonction. Un seul objectif, en fait, c'est le respect, la confiance et le dialogue. Et je pense qu'avec le travail qu'on peut faire entre nos associations, c'est tout à fait dans cet esprit-là, parce que je crois beaucoup, je l'ai remis le titre, réapprendre à faire des choix, ma liberté. À partir du moment où on a l'annonce d'une maladie, la stupéfaction, la sidération, on n'est plus capable de choisir, et pourtant si. Sur le long terme, il va falloir réapprendre à faire ça. Donc voilà, je pense qu'on a un travail complémentaire ensemble, on a une mutualisation aussi de nos besoins, de nos moyens. Et le slogan de VML, c'est rare mais pas seul. Et donc je pense que c'est tout à fait important. Et dans des journées comme ça, c'est vraiment le message que j'ai à vous dire. Donc voilà. Et ça, c'est notre mascotte qui s'appelle le lysosome. Et qui est vraiment, avec les enfants, est un très grand ambassadeur. Et qui a comme parrain le professeur de Duve, qui est le découvreur du lysosome. Voilà, prix Nobel et qui est belge. Voilà, un autre point commun.
Voilà, merci beaucoup. Philippe, je pourrais avoir un coup de main pour lancer. Oui, ou est-ce que tu peux le faire, David? Ah, je me suis permis d'apporter, je les laisserai en bas et vous pourrez les prendre ici. Dans les productions que l'association fait, on a fait un livret pompe pour tout ce qui est génétique et transmission. Donc on l'avait fait pour la maladie Gaucher, la maladie de Pompe, la maladie de Niemann-Pick. Donc ça fait partie de ce qu'on peut faire pour informer les familles. Donc surtout, voilà, soit Philippe, soit vous le prenez là. C'est vraiment les chaises musicales qu'on va faire. Oui, mais non, je suis dans mon micro. Reste là. Ouais. Bonjour à tous, merci Philippe de cette invitation. On a combien de temps à peu près là? On se dit 10 minutes, c'est ça? 10 minutes, oui. Oui, on va aller rapidement. C'est difficile de condenser AFM juste dans 10 minutes. C'est impossible. Mais en 1 heure, c'est impossible aussi. Voilà. Donc, dans un premier temps, alors moi je me présente, je suis Jean-François Malater, donc membre du conseil d'administration de l'AFM et vice-président en charge de ce qui est recherche scientifique. Donc je vais dans un premier temps faire une rapide présentation de l'AFM. Je pense que plus ou moins vous en avez entendu parler, ne serait-ce que par le Téléthon. Et puis dans un deuxième temps, je passerai la parole à Marie-Pierre Champelet qui travaille sur la région lyonnaise dans un service... ce qu'on appelle les services régionaux qui sont là au plus près des malades et des familles pour les aider dans leur combat quotidien contre la maladie. Donc voilà, qui sommes-nous? Donc association AFM, on a changé un petit peu notre logo qui s'appelle maintenant AFM Téléthon, puisque dans le grand public AFM les gens ne connaissaient pas bien, par contre Téléthon c'est quand même quelque chose d'assez connu maintenant, c'est devenu un peu une institution. Donc maintenant c'est AFM Téléthon. Donc c'est une association de malades et de parents de malades qui a été créée en 1958, vous voyez, c'est quand même pas récent. Et à l'époque, qui a été créée par des parents qui n'ont plus accepté que la médecine traditionnelle leur dise, quand ils avaient un enfant gravement atteint, c'était la myopathie de Duchenne à l'époque, écoutez, on ne peut rien faire pour lui, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de traitement, donc vous le mettez dans un institut, vous l'oubliez, vous en faites un autre. Donc c'est une situation qui provoque une certaine révolte, d'où la création de cette association. Et pour vous dire simplement ici que la gouvernance de cette association, en fait, c'est une association de malades et de parents de malades essentiellement, et tout le conseil d'administration est constitué de parents de malades ou de malades eux-mêmes. Ça, c'est quelque chose auquel on tient énormément, c'est-à-dire que ce sont les malades et leurs familles qui prennent leur destin en main et qui font la politique de l'association, qui définissent la stratégie pour aller au plus vite vers des traitements, puisque guérir, c'est vraiment chez nous une volonté très forte. Donc, conseil d'administration constitué de malades, de parents de malades, qui font les choix, mais comme effectivement, si on est tout à fait légitime en tant que malade et parents de malades à conduire la politique de l'association, par contre, la légitimité n'est pas la compétence, et donc on a besoin, dans le domaine scientifique en particulier, d'avoir à côté de nous un conseil scientifique avec des gens compétents dans les domaines qui nous intéressent. Et vous avez là-bas la composition du 6e conseil scientifique qui a été mis en place en 2010, qui comprend actuellement entre 80 et 90 membres, mais qui s'appuie sur un réseau international d'à peu près 5000 experts. Donc vous voyez, quand on fait des choix, ils sont vraiment éclairés par ces gens-là. Non, il faut que j'aille dans l'autre sens. Voilà, donc on s'est doté de 2 grandes missions. Donc guérir, qui était la volonté d'aller vers des thérapeutiques. À l'époque, on ne savait pas comment y aller, on ne savait pas ce qu'on allait trouver, mais il y avait cette volonté. Donc guérir, mission très importante qui absorbe les 2/3 du budget de nos missions sociales. Et puis bien sûr, tant qu'on n'est pas guéri, il faut continuer à vivre et vivre le mieux possible. Et à côté de ça, donc une mission qui s'appelle Aider, qui permet justement la prise en charge et de mettre en place un certain nombre de choses. Alors, on va y arriver. Voilà, donc la stratégie qui a été mise en place pour aller vers le médicament, puisque c'était la volonté de guérir, vous voyez, c'était d'abord de comprendre ces maladies qui étaient des maladies génétiques, d'où ce qui a été entrepris dans le domaine de la génétique. Ensuite, identifier les pistes thérapeutiques possibles, et très rapidement on s'est orienté vers ce qu'on appelle maintenant les biothérapies, c'est-à-dire qu'à la fois la thérapie génique et la thérapie cellulaire.
Donc identifier ces pistes thérapeutiques pour aller le plus rapidement possible vers le développement clinique, pour faire bien sûr des preuves de concept sur ces thérapies innovantes. Et alors ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui on en est là, c'est-à-dire qu'on a fait un certain nombre de preuves de concept sur notamment la thérapie génique, et on en est à ce qu'on appelle des essais cliniques, c'est-à-dire des essais sur l'homme. Voilà, cette vue simplement pour rappeler un petit peu le chemin qui a été parcouru, parce que si l'association a été fondée en 1958, on s'est doté en 1987 d'un outil de collecte assez performant qui nous a permis d'avoir les moyens de nos ambitions. Et donc vous voyez, de façon très symbolique, on a établi les premières cartes du génome avec le premier Généton, qui a été construit et financé grâce à l'argent du Téléthon, les premières cartes du génome, et on est aujourd'hui à produire du médicament, puisqu'on attend la publication d'un décret actuellement qui va donner pour la première fois au monde l'autorisation à une association de patients de fabriquer du médicament de qualité pharmaceutique. Donc ça c'est effectivement une première mondiale, c'est une association qui fabriquera, et donc ça veut dire association à but non lucratif, fabriquer du médicament à but non lucratif, pour dans un premier temps faire des essais cliniques. Et puis l'autre première mondiale, c'est que ce que vous voyez en bas, qui est le laboratoire Généton Bioprod, qui a à peu près 5000 m² de laboratoire, c'est la première fois au monde qu'on aura un outil de cette taille-là pour produire du médicament de thérapie génique. Voilà, et alors également on a lancé l'Institut des biothérapies, qui est un institut sans mur, mais qui regroupe 4 grands laboratoires qui sont ce qu'on appelait nos bras armés. Il y a eu un colloque organisé au Collège de France le 27 septembre pour justement lancer officiellement cette structure qui regroupe à la fois le laboratoire Généton et Atlantic Gene Therapy, qui est un nouveau bras armé qui est situé à Nantes, qui sont sur la thérapie génique. ISTEM, c'est le laboratoire des cellules souches, dirigé par Marc Péchanski, dont vous avez peut-être entendu parler. L'Institut de myologie, dont vous avez un certain nombre de représentants aujourd'hui dans la salle, qui est un institut dédié aux muscles et aux maladies du muscle. Et bien sûr, ça représente ça, une force de frappe d'à peu près 650, un peu plus de 650 chercheurs, qui sont bien sûr financés par le Téléthon. Voilà, je vais maintenant passer la parole à Marie-Pierre, puis on arrive sur la mission AIDER, qui va donc vous présenter un petit peu ce qui est fait dans ce cadre-là, puisque ça représente à peu près un tiers de notre budget de fonctionnement. Donc Marie-Pierre, si tu veux, je crois qu'il faut qu'on bascule sur... Donc en fin de compte, à la suite du premier Téléthon dans la mission AIDER, les services régionaux ont été mis en place. Donc dans chaque région de France, il y a des services régionaux. On intervient donc sur le terrain. Donc à la suite du premier Téléthon, les services régionaux ont été mis en place. Ces services régionaux sont donc dans la mission AIDER, sont composés en principe d'un responsable de service, directeur, d'une secrétaire et de techniciens d'insertion. Les techniciens d'insertion, on a une formation de base paramédicale ou socio-éducative. Et quand on rentre, donc on est ergo d'origine, assistante sociale, éducateur, et quand on rentre à l'AFM, on devient technicien d'insertion. Et ce nouveau concept de technicien d'insertion, c'est vraiment un accompagnement global de la personne, et on est à l'interface du sanitaire, du médico-social et du social. Parce que on vous rencontre, vous êtes une personne, mais quand vous allez voir le médecin, vous êtes plus sur le plan médical, et il n'y a pas forcément de lien avec le médico-social ou que le social. Et donc là, la création de ce métier, c'était vraiment créer une personne, un référent, pour arriver à ce que les familles, les personnes concernées se retrouvent dans ces multiples personnes que vous rencontrez du fait de la maladie. Donc, quand une famille nous appelle ou quand une personne adulte nous appelle, la famille a un interlocuteur unique qui est le technicien d'insertion. Donc nous sommes un service de proximité puisque chaque région est couverte.
Et nous sommes là, le technicien d'insertion, à côté de la famille. Et je crois que peut-être que le point commun de ces trois associations, c'est bien que chaque famille soit au cœur de ses décisions. Et on part toujours en fonction des choix des familles. On a des idées on a des solutions pour répondre à telle ou telle question, mais chaque fois on partira bien de vos souhaits. Donc, nos modalités d'intervention, on intervient uniquement si c'est la famille qui appelle ou la personne concernée qui appelle. Parfois, on a des signalements d'assistante sociale, de médecin qui nous disent ça serait bien de contacter telle famille. Donc, on garde vraiment ce principe-là, on ne répond que lorsqu'une famille nous appelle. Donc, à la suite de cet appel, on est en une concertation entre le service et suivant où habite la personne, c'est tel ou tel technicien d'insertion qui reprendra contact avec cette famille pour venir à domicile. La majorité de notre travail se fait au domicile de la personne. Il y a quelques premières visites qui se passent au service. Et bon, comme la région est grande, des fois les déplacements ne sont pas faciles, donc majoritairement, nous allons dans les familles. Et lors de cette rencontre préalable qu'on appelle surtout la première rencontre, la première visite, on essaye de faire l'état des lieux, d'abord savoir si vous êtes suivi au niveau médical, si ce suivi est correct, vous satisfait. Essayez de trouver sur place, par exemple, les kinés, ou enfin ce dont vous avez besoin, d'un service infirmier, de trouver une réponse locale. Donc sur le plan diagnostic, sur le plan médical, après savoir aussi au niveau de votre situation, s'il s'agit d'un enfant, comment ça se passe au niveau de l'école, est-ce qu'il faut rencontrer l'école, aller voir si l'école est accessible, présenter la maladie, parce que des fois on a beau connaître sa maladie. Oui, je présente juste le cœur de mon travail. Ouais. Donc vraiment, donc oui, à l'école, peut-être que vous êtes moi j'en suis sûre, vous êtes tout à fait capable d'expliquer votre maladie, mais des fois, les personnes en face de vous sont gênées de vous poser des questions. Donc des fois, par notre intermédiaire, on explique la maladie, on fait une première présentation, et puis après, quand les partenaires vous connaissent mieux, et ben, des fois, c'est vous-même qui faites l'information dans une école. Donc après, c'est aussi votre situation au niveau du travail. S'il faut faire des adaptations, et bien à ce moment-là, on va sur votre lieu de travail, on revoit avec votre employeur s'il faut faire des aménagements particuliers. Et puis nous avons aussi des interventions au niveau législatif, voire au niveau, si vous avez déjà votre reconnaissance à 100%, s'il y a un dossier MDPH qui a été simplifié mais qui est encore complexe. Et puis, quand les dossiers au niveau de la MDPH, c'est un petit peu long, donc nous avons on a la capacité d'intervenir auprès de ces acteurs pour faire avancer votre dossier, pour expliquer aussi une maladie. On est donc dans des maladies qui sont évolutives. C'est pas parce qu'on dépose à un moment donné un dossier avec telle problématique que 3 mois ou 6 mois après, il n'y en a pas une autre. Donc pour faire comprendre aussi ça aux partenaires, qu'on est sur des maladies évolutives. Donc pour qu'ils agissent assez rapidement. Donc voilà, je crois que si on a plus 5 minutes, moi j'aimerais bien aussi pouvoir échanger. Donc du coup, voilà, le gros travail, c'est vraiment partir de vos besoins, vous accompagner. Alors pareil, les accompagnements, ça peut être simplement un coup de fil, un numéro de téléphone et c'est vous-même qui faites la démarche. Ou si vous ne vous sentez pas de faire la démarche, à ce moment-là, à chaque fois que vous nous faites une demande, on voit avec vous comment on vous accompagne. Si c'est simplement un coup de fil ou vous accompagnez jusqu'à une consultation, préparer une consultation ou aller à l'école. Voilà, c'est vraiment chaque fois, on vous redemande comment vous voulez être accompagné. Et c'est vraiment vous qui êtes, on ne fait jamais à votre place. Si on fait à votre place, c'est avec votre accord. Voilà notre façon de travailler et c'était vraiment pour le souci de l'association, c'est de vous rendre acteur. Je crois que c'est aussi un peu les mots de chaque association, c'est vous êtes vraiment, c'est vous qui êtes malade et on vous accompagne en fonction de votre demande. Voilà, je reste... Je suis toujours émerveillé quand on parle de l'AFM, dans le sens que vous faites des choses magnifiques, bien conçues,
en partant du très haut vers le bas, et puis vous avez aussi ce qui part de la base et remonte. Oui, là après c'est plus le rôle par exemple du... Je de peux ce qu'on- poser une question. Oui, voilà. Par exemple, par rapport aux services régionaux, donc on part de la base, nous, techniciens d'insertion, on est plus par rapport aux besoins de chacun, et le service régional, la question de 1 plus 1 plus 1, notre directeur est plus là pour travailler avec les pouvoirs publics, pour défendre un concept ou pour faire avancer sur une thématique, par exemple la trachéo, enfin voilà. Voilà, je m'arrête là. D'accord. Et je suis prête à répondre aux questions. Peut-être une question pratique que moi j'ai en tant que président d'une association qui recouvre des maladies non musculaires aussi. Est-ce que ces services s'ouvrent aussi pour des maladies non musculaires? Non, alors la seule condition, c'est peut-être le préalable, la seule condition que l'on demande pour qu'un service régional intervienne, c'est d'avoir une maladie neuromusculaire. D'accord. Avec une problématique musculaire. Donc Oui, parce que- dans les glycogénoses, Oui, il y a on quelques peut pas faire tout, pathologies hein. que l'on accompagne. Il faut savoir ce qu'on fait. Ce qu'il faut préciser, c'est que bon, effectivement, nos services sont spécialisés sur les maladies neuromusculaires, ils ont une connaissance, ils sont formés pour ça. Et effectivement, ils n'ont pas la compétence pour toutes les maladies rares. Mais donc là, on constate déjà un service qui est spécialisé pour nos maladies ici tout à dans fait, cette salle. Oui, tout à fait. Oui, c'est Parfait. ça. Maladie pompe, on accompagne. Ouais. Peut-être introduire quand même une question pratique maintenant. C'est l'idée sur quels sont les besoins que vous ressentez au niveau des associations. Si c'est surtout l'accompagnement, surtout l'information, La recherche. surtout c'est quel sujet qui vous tiennent le plus au cœur? C'est toujours pareil, il en faut qu'il y en ait un qui se jette. Je lance une idée, hôpital à domicile. Est-ce que c'est un sujet pour vous qui est prioritaire ou pas? Oui. Ça dépend du stade de la maladie. Si la maladie est très grave, Il y a plusieurs facteurs, oui. Moi, je suis très intéressée par les démarches de faire les perfusions à la maison. Que ça se fait ailleurs d'ailleurs. En Angleterre, ça roule tranquillement. Et ça fait plusieurs années que j'ai essayé de mettre ça en place en France. Et chaque fois que j'écoute... Soit pour trouver les voilà, services donc si infirmiers. on peut se retrouver pour... Pourquoi Nathalie, Quelle est la problématique Quel est par rapport à oui. ces perfusions? C'est la prise en charge du traitement D'accord. qui est liée administrativement à une hospitalisation de jour. Voilà. Alors, C'est forcément. le fait que le médicament n'est pas inscrit sur une liste de rétrocession de médicaments. C'est comme pour le Hunter. C'est Et la comme phrase. pour, oui, c'est pour toutes les enzymothérapies sauf Fabry et Gaucher. Voilà. Alors j'avais cru comprendre que quand on passait avec une HAD, une hospitalisation à domicile, de l'hôpital, parfois on arrivait à des aménagements où on avait le droit. Pardon. Je vais mettre de- Parfois. Voilà. J'ai cru comprendre que ça pouvait être une piste, Sur le Faut territoire, que la une piste pharmacie de soit travail. commune. oui, et sur le territoire français, l'HAD ne couvre pas tous les territoires. Donc du coup, ça dépend un petit peu aussi Oui, de quelle ville et quel hôpital vous C'est ça. dépendez. Que revient Mais votre peut-être que- intérêt de travailler sur les régions. Ouais. Visiblement, ça change d'une région à l'autre. Alors, moi je ne dis pas que c'est... Mais pour la région Rhône-Alpes, ça j'en suis sûre, donc ces injections se font dans le cadre des consultations maladies neuromusculaires. Par exemple, à Saint-Étienne, ça se fait dans le... Alors, ça ne peut pas se faire sur la région Rhône-Alpes, ça se fait plus en HAD vrai, parce que les HAD de la région Rhône-Alpes, enfin, hormis Grenoble, parce que les HAD de la région Rhône-Alpes sont des HAD qui ne sont pas, hormis Grenoble, que je mets à part parce que c'est une extension de l'hôpital. Les autres sont des HAD privés, entre guillemets, et donc ça a été possible à un certain temps, mais ces patients ne sont pas jugés rentables actuellement Ça, c'est- pour l'HAD privé, et donc ils ont tous été renvoyés à l'hôpital. Oui, voilà, ce que je veux... Sur, Est-ce que, sur Saint-Étienne, disons, sur la partie ouest, On ça se pourrait passe à commencer une l'hôpital. discussion Oui, oui. très longue. On a un programme malheureusement très très dense. J'ai une suggestion, une question très pratique à vous poser. Si nous, entre nous trois, on prépare
on préparerait une enquête et qu'on essaye de passer à tous les patients en France, maladie de pompe. Est-ce que vous feriez l'effort de répondre? J'ai pensé à plusieurs sujets déjà. Disons, c'est quelque chose qui est revenu dans nos discussions, des idées sur formation. Formation, disons, je pense, si on pense échader, peut-être il faudrait une formation, accompagner cela d'une formation de l'entourage. Donc ça c'est plutôt formation, information comme aujourd'hui, plein d'autres sujets. On vous fera une belle liste de questions, mais est-ce que vous répondrez? On lève la main. Est-ce que vous aideriez à... Il y a des personnes qui nous aideraient au point de vue dépouillé, parce que j'ai horreur des travaux de secrétariat. Tant que le sait. Donc, on prend ça comme une action entre nos trois associations. Il y a d'autres choses quand même qui peuvent... il y a d'autres problématiques, simplement rapidement. Est-ce qu'il y a des problèmes vraiment? Vous êtes venu aujourd'hui avec, dans l'idée, j'ai ce problème spécifique. Il y en a. Moi, j'avais juste pas un problème, un mot. C'est que si AFG ne m'avait pas aidé à découvrir et à mettre en place le protocole, je voulais venir aujourd'hui dire merci. D'accord. Donc le rôle de l'association pour... Alors, au point de vue information, je trouve que c'est très précieux. Bon, l'information nous aide. Oui. Dans nos statistiques, honnêtement, la porte pour que les personnes nous appellent, c'est souvent de l'information médicale. Tout à fait. Disons, je suis très proche l'utilisation de notre site internet. Et la moitié des consultations concernent un sujet médical. C'est le plus consulté. Et je dois quand même remercier tous les membres de notre conseil scientifique qui se préoccupent de ces informations. Parce que là, c'est vraiment grâce à la structure conseil scientifique que nous avons à l'association qu'il y a des choses comme ça qui se mettent en place. Parce que dans l'association, on évite d'avoir des médecins dans l'association elle-même. Ce n'est pas la fonction de l'association d'être médicale. Mais d'avoir le volet parfait avec entre autres Dr Buffon, Dr Lafra dans ce conseil. Je peux poser juste une petite question? Oui. On travaille tous les trois comme association pour travailler plus efficacement en force. Comment on va décider qui va être porte-parole, qui va mener le... Est-ce que je vais Il n'y a pas encore des rôles de définis. Disons, les choses ne sont pas rodées. Je pense qu'il y a encore des mais, choses inventé. Oui, et puis ça va être aussi peut-être pour des choses ponctuelles aussi. Oui. On peut avoir quand il y a une certaine urgence. Des fois on va demander à une association d'être le leader pour une activité. Par exemple, aujourd'hui, j'ai pris ça en main. J'espère un jour, je vais demander à Anne-Sophie de s'occuper d'un thème. Oui, parce que typiquement... AFM de s'occuper d'un thème. Et on va choisir l'association la mieux adaptée peut-être. Notre journée d'Imanpix, c'est l'année dernière, elle était ouverte aux adhérents et non-adhérents. Oui. Donc ça, Et peut-être garder ce concept, quand on travaille ensemble, on représente tous les malades et pas seulement les membres. Peut-être un intermezzo très bref avec l'ordre Beta qui va montrer une activité qui a été faite avec Enzyme et qui va intéresser aussi nos enfants. C'est des simulés. Peut-être quelques personnes qui ont parlé gardent des places en face parce que la salle est trop petite.
Je pense que... Pour commencer, un grand merci à Philippe et Florence de m'avoir invité. Alors je vais vous parler de documents qu'on réalise en partenariat avec les associations. Donc, Genzyme travaille depuis très longtemps dans les maladies lysosomales. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que les enfants qui ont une maladie ont parfois du mal à l'expliquer à leurs copains. Et puis pour les frères et sœurs aussi, c'est parfois difficile d'expliquer les choses. Alors on fait des petits documents. Et là, on a fait une série de bandes dessinées qu'on a partagées avec les associations. Alors, je n'ai pas amené les bandes dessinées avec moi parce qu'on a eu des corrections de Florence et de Delphine de chez VML. Donc, on est reparti dans un circuit de validation. Voilà, donc il y a une collection de BD. Alors, il n'y a pas encore la maille de Fabry, mais ça viendra bientôt. Donc il y a la maladie de Gaucher avec un petit garçon qui s'appelle Gabi, la maladie de MPS 1 mucopolysaccharidose de type 1 avec un petit garçon qui s'appelle Martin, et la maladie de Pompe avec une petite fille qui s'appelle Priya. On a essayé de l'appeler Priya en l'honneur à Priya Kishnani qui a beaucoup travaillé pour les enfants atteints de la maladie de Pompe. Alors cette BD s'adresse à des formes tardives de la maladie de Pompe, c'est-à-dire pas la forme classique du nourrisson, mais à début précoce, c'est-à-dire à début dès l'enfance, à l'âge pédiatrique. Là, je vais... Voilà. Donc, je ne vais pas vous détailler la bande dessinée, c'est sous forme d'un petit livret facile à lire, avec des mots simples pour l'enfant. Là, cette petite fille, elle a 9-10 ans, elle est en vacances à la ferme, et on raconte sa vie au travers de ses vacances, et s'apprête à aller à l'école. Donc elle raconte qu'elle a de plus en plus de mal à aider ses grands-parents à la ferme, à porter des choses, etc. Ah, c'est plus gauche, pardon. Ouais, je suis un peu blanc. Gauche. Voilà, bon, je ne veux pas vous raconter l'histoire quand vous aurez les bandes dessinées. Donc après, les bandes dessinées, évidemment, on les mettra à disposition via les associations. Et puis, on a un réseau de 10 personnes en France qui est distribué dans les services de pédiatrie de centres de référence et de compétences. Voilà, alors après, il y a effectivement l'annonce du diagnostic, comment on découvre la maladie. Alors, c'est un ensemble de symptômes, c'est ce qui est difficile dans ces pathologies. Ce sont des symptômes plus ou moins discrets, mais c'est l'association des symptômes qui fait que le médecin va y penser. Le diagnostic. Et puis après, l'explication de la maladie à l'enfant. Donc là, voilà, les lysosomes, ils l'appellent des petits bonhommes nettoyeurs, pour montrer que quand les petits bonhommes nettoyeurs ne marchent pas bien, il y a toute la machine qui s'encrasse, et on apporte de l'enzyme pour nettoyer tout ce qui s'est encrassé. Donc c'est vraiment très très simple, et le traitement. Voilà, avec des petits jeux ludiques à la fin, pour les enfants, et puis je vous dis aussi les frères et sœurs qui des fois se demandent ce qu'a la petite sœur ou le petit frère. Voilà, et en dernière page, toujours les sites internet qui vous envoient aux associations avec l'information que vous souhaitez. Et nous mettrons le nouveau logo de l'AFM. D'accord. Voilà, le site internet. Disons, c'était une discussion entre nous que Laure propose.